Les passe-temps. Sixième conte de Demain les chiens par Clifford D. Simak. Note sur le sixième conte. Si des doutes peuvent subsister quant à l'origine des autres contes de la légende, il n'en est plus de même pour celui-ci. Nous sommes incontestablement ici en présence d'un récit canin. Il possède la profondeur d'émotion, le souci constant des questions morales caractéristiques de tous les autres mythes canins. Et pourtant, détail assez étrange, c'est dans ce sixième conte que Tige trouve la preuve la plus solide que la race humaine a bien existé. On y voit en effet que les chiens se comptaient déjà devant le feu des récits où il était question de l'homme enterré à Genève ou parti pour Jupiter. C'est ici que pour la première fois, les chiens s'aventurent dans les mondes imaginaires et qu'ils commencent à tendre vers le développement d'une fraternité animale. Nous y trouvons également, selon Tige, la preuve que l'homme a vécu en même temps que le chien et qu'il a suivi quelque temps avec lui la voie de la civilisation. On ne peut affirmer, continue Tige, que la catastrophe décrite ici est vraiment celle qui s'est abattue sur l'homme. Sans doute, le conte a-t-il subi au cours des siècles de nombreux enjolivements, mais on n'y trouve pas moins le témoignage qu'un désastre, quel qu'il soit, a réellement frappé l'espèce humaine. Rover, qui ne partage pas l'opinion de Tige, croit que le conteur donne ici une conclusion logique à la civilisation telle que l'homme l'avait conçue. Sans des buts assez vastes, sans une certaine stabilité imposée, aucune civilisation ne peut survivre, et telle est, selon Rover, la morale de ce conte. L'homme, dans ce récit, est dépeint avec une certaine tendresse qui ne se manifeste pas dans les contes précédents. C'est une créature tout à la fois solitaire et pitoyable, et par certains côtés, glorieuse. C'est un fait assez caractéristique de son comportement qu'il finisse sur un beau geste, qu'il paie de son propre sacrifice le prix de la divinisation. Et pourtant, le culte que lui avoue Ebenezer est par certains côtés déconcertant et a donné lieu à des discussions particulièrement vives entre exégètes de la légende. Dans son livre, Le mythe de l'homme, Bounds demande « Si l'homme avait suivi une autre route, n'aurait-il pas pu, avec le temps, connaître un aussi grand destin que le chien ?» Peut-être est-ce une question que bien des lecteurs se sont déjà posée. Les passe-temps. Le lapin fila derrière un buisson, et le petit chien noir se précipita à sa poursuite, puis s'arrêta net, pattes enfoncées dans la terre. Un loup se dressait au milieu du chemin, serrant le corps sanglant et crispé du lapin entre ses dents. Ebenezer, hors d'haleine, ne bougeait pas. Un petit bout de langue rouge dépassait de sa bouche, et il se sentait un peu écœuré par le spectacle. « C'était un si gentil petit lapin. » Un bruit de pas se fit entendre derrière lui, et Mentor déboucha de derrière le buisson et s'arrêta auprès d'Ebenezer. Le regard cruel du loup alla du chien au robot, haut comme 2 bouteilles de whisky, puis revint au chien. La flamme jaune et farouche s'éteignit lentement dans ses yeux. « Tu n'aurais pas dû faire ça, loup, » dit doucement Ebenezer. « Le lapin savait que je ne lui ferais pas de mal et que tout cela était pour rire. Mais il a couru droit sur toi et tu l'as happé au passage. » « Inutile de lui parler, » chuchota Mentor. « Il ne comprend pas un mot de ce que tu dis. Dans 2 minutes, c'est toi qu'il va dévorer. »« Pas devant toi, il n'osera pas, » dit Ebenezer. « Et d'ailleurs, il me connaît. Il se souvient de l'hiver dernier. Il faisait partie de la horde que nous avons nourrie. » Le loup s'avança lentement, pas à pas. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 50 centimètres du petit chien, il déposa le lapin par terre avec 1000 précautions et du museau le poussa en avant. Mentor émit un petit bruit comme un hoquet. « Il te le donne. »« Je sais, » dit Ebenezer sans se démonter. « Je t'ai dit qu'il se souvenait de moi. C'est lui qui avait une oreille gelée que Jenkins a soignée. » Le chien fit un pas en avant, agitant la queue, la truffe tendue. Le loup se raidit un peu, puis baissa sa vilaine tête et huma l'air. Un instant, les 2 museaux se touchèrent presque, puis le loup recula. « Allons-nous-en, » insista Mentor. « Passe devant, je fermerai la marche.
Si jamais il essaie... Il n'essaiera rien, répliqua Ebenezer. c'est un ami. Ce n'est pas sa faute s'il a tué le lapin. Il ne comprend pas, c'est sa façon de vivre à lui. Pour lui, un lapin n'est qu'un morceau de viande. Exactement, songea-t-il, comme c'était jadis le cas pour nous. Comme ce l'était pour nous avant que le premier chien vint s'asseoir auprès de l'homme devant le feu à l'entrée d'une caverne, et même longtemps après. Mais maintenant, il arrive qu'un lapin... Lentement, avec l'air presque de s'excuser, le loup alla reprendre le lapin entre ses dents, sa queue s'agita, esquissa un salut. « Tu vois » cria Ebenezer, et le loup partit. Il ne fut plus qu'une tache grise qui s'éloignait parmi les arbres. « Il l'a repris, » grommela Mentor. « Le sale petit. » « Mais il me l'avait donné, » dit Ebenezer triomphant. « Seulement, il avait tellement faim qu'il n'a pas pu résister. Il n'a pourtant fait quelque chose qu'un loup n'avait encore jamais fait. À un moment, il a été plus qu'un animal. Il a eu un remords. » « Des larmes de crocodile. » grogna Mentor. Ebenezer secoua la tête. « Il avait honte quand il l'a repris. Tu l'as bien vu remuer la queue. Il cherchait à m'expliquer qu'il avait faim et qu'il avait besoin du lapin bien plus que moi. » Le chien contempla les vertes allées de la forêt, huma l'odeur de feuilles pourries, la senteur pénétrante de l'herbe de la Trinité, de la sanguinaire et de la gentiane, et le parfum simple et frais des jeunes feuilles et des bois au printemps. « Un jour, peut-être, » dit-il. « Oui, je sais, » fit Mentor. « Un jour peut-être les loups seront civilisés aussi, et les lapins et les écureuils et tous les autres animaux sauvages. Ce que vous pouvez être songe-creux, vous, les chiens. » « Pas songe-creux, » lui dit Ebenezer. « Nous rêvons peut-être. Les hommes rêvaient beaucoup. Ils s'asseyaient et ils pensaient des choses. C'était comme ça que nous sommes arrivés à ce que nous sommes. Un nommé Webster nous a pensé. Souviens-toi de tout ce qu'il nous a fait. Il a arrangé nos gorges pour que nous puissions parler. Il a mis au point des verres de contact pour que nous puissions lire. « Ça les a bien avancés, les hommes, tous ces rêves, » dit Mentor d'un air maussade. « C'est bien vrai, » se dit Ebenezer. « Il n'en reste pas beaucoup des hommes maintenant. Il n'y a plus que les mutants qui ne bougent pas de leur tour, où ils font on ne sait quoi, et la petite colonie de vrais hommes qui vivent encore à Genève. Les autres sont partis depuis longtemps pour Jupiter, où ils se sont transformés en créatures qui ne sont pas humaines. » Lentement, la queue basse, Ebenezer fit demi-tour et reprit à pas lourd le chemin par lequel il était arrivé. « Dommage pour le lapin, » pensait-il. « C'était un si gentil lapin. Il courait si bien, et il n'avait pas vraiment peur. Je l'avais poursuivi bien des fois et il savait que je ne l'attraperais pas. » Mais Ebenezer ne pouvait en vouloir au loup. Pour un loup, un lapin n'était pas simplement quelque chose qu'il était amusant de poursuivre, car le loup n'avait pas de troupeau pour lui fournir de la viande et du lait, pas de champ de céréales pour faire des biscuits de chien. « Ce que je devrais faire, » grommela Mentor, impitoyable, « c'est dire à Jenkins que tu m'as désobéi. Tu sais que tu es censé écouter en ce moment. » Ebenezer continua son chemin sans répondre, car Mentor disait vrai. Au lieu de courir derrière le lapin, il aurait dû être assis dans la maison Webster, en train d'écouter les bruits, de sentir une présence proche, comme on écoutait d'un côté d'un mur ce qui se passait de l'autre côté. Seulement, pour lui, c'étaient des bruits moins forts et plus difficiles à percevoir parfois, souvent même à comprendre. « C'est mon côté animal, » se dit Ebenezer. « Le côté chien sac à puce, rongeur d'os, fureteur qui subsiste en moi, qui m'envoie poursuivre un lapin quand je devrais être à écouter et courir la forêt, quand je devrais être à lire les vieux livres de la bibliothèque. Nous sommes venus trop vite, » pensa-t-il. « Nous avons dû évoluer trop vite. Il a fallu à l'homme des millénaires pour faire de ces grognements des rudiments de langage, des milliers d'années pour découvrir le feu, et des milliers d'années encore pour inventer l'arc et la flèche, pour apprendre à labourer et à cultiver, des milliers d'années pour abandonner la caverne et s'installer dans une maison construite par lui. Mais il ne s'est guère écoulé plus de 1000 ans entre le moment où nous avons appris à parler et le moment où nous nous sommes trouvés livrés à nous-mêmes, tout seuls. Enfin, avec Jenkins tout de même. » La forêt se limita bientôt à quelques chênes rabougris et clairsemés sur les contreforts de la colline, comme des vieillards ratatinés qui se seraient égarés. La maison se dressait au sommet de la colline. C'était une construction qui s'était enracinée et comme tassée contre la terre. Elle était si vieille
qu'elle avait pris la couleur du décor, de l'herbe, des fleurs, des arbres, du ciel, du vent et du temps. Elle avait été construite par des hommes qui l'aimaient, elle et le domaine qui s'étendait autour, comme les chiens l'aimaient aujourd'hui. Elle avait vu naître et mourir les membres d'une famille légendaire qui avait traversé les siècles comme un météore et dont le souvenir se perpétuait dans les histoires que l'on racontait autour du feu par les nuits de tempête quand le vent galopait dans les gouttières. La légende de Bruce Webster et du premier chien Nathanael, d'un nommé Grant qui avait donné à Nathanael une consigne à passer, d'un autre homme qui avait essayé d'atteindre les étoiles et du vieillard qui l'attendait assis dans son fauteuil sur la pelouse, et d'autres contes où il était question des ogres mutants que les chiens avaient épiés durant des années. Et maintenant, les hommes étaient partis. La famille prestigieuse n'était plus qu'un nom, et les chiens continuaient à se passer le flambeau, comme Grant un jour avait dit à Nathanael de le faire. Comme si c'était vous les hommes, comme si le chien était l'homme. Telle était la doctrine qu'il s'était transmise pendant plus de 10 siècles, et enfin le moment était venu. Les chiens étaient entrés dans la maison une fois les hommes partis. Ils étaient venus de tous les coins de la terre, là où le premier chien avait prononcé le premier mot, là où le premier chien avait lu le premier mot imprimé. Ils étaient revenus à la maison Webster, où voilà bien longtemps un homme avait rêvé d'une double civilisation, avait vu l'homme et le chien descendre le cours des âges, la patte dans la main. « Nous avons fait de notre mieux, » dit Ebenezer, comme s'il parlait à quelqu'un. « et nous continuons à faire de notre mieux. » De l'autre versant de la colline monta le tintement d'une clochette, suivi d'aboiements furieux. Les jeunes chiens ramenaient les vaches à l'étable pour la traite du soir. La poussière des siècles recouvrait tout l'intérieur du caveau, une poussière grise et fine qui faisait partie intégrante du lieu. John Webster huma l'âcre senteur de la poussière qui dominait l'odeur de moisi de la salle. Le silence vibrait dans sa tête comme une chanson. Une unique ampoule au radium brillait au-dessus du panneau, de sa roue et de sa demi-douzaine de cadrans. Craignant de troubler le silence, Webster s'avança lentement, impressionné par le poids du temps qui semblait tomber des voûtes. Du bout du doigt, il toucha le bouton de contact, comme s'il était surpris de le trouver là, comme s'il lui fallait le tâter pour s'assurer de sa présence. Et il était bien là, et aussi la roue et les cadrans éclairés par l'unique ampoule, et c'était tout. Rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre dans ce petit caveau dépouillé, exactement comme l'annonçait la vieille carte. John Webster secoua la tête et pensa. J'aurais dû me douter que ce serait ainsi. La carte avait raison. La carte n'avait pas oublié, elle. C'était nous qui avions oublié, ou qui n'avions jamais su, qui ne nous en étions jamais souciés. Et sans doute, cette dernière hypothèse était-elle la plus vraisemblable. Personne ne se souciait du caveau. Il fallait dire aussi que très peu de gens avaient dû connaître son existence, car mieux valait que très peu de gens fussent au courant. Il contempla pensivement le panneau. Sa main s'avança un peu, puis s'arrêta net. « Mieux vaut ne pas y toucher, » se dit-il, car la carte ne donnait aucune explication sur la raison d'être de ce caveau, sur le mécanisme de la combinaison. « Défense », disait-elle, sans plus. « Une défense. Bien sûr, il avait fallu y penser en ce temps-là. Elle n'avait jamais servi, mais elle était là, prête à parer à l'incertain. Car même alors, la fraternité des peuples était un édifice fragile qu'un seul mot, un seul acte aurait suffi à ébranler. Même après 10 siècles de paix, le souvenir de la guerre demeurait vivant. C'était une éventualité toujours présente à l'esprit des membres du comité mondial, quelque chose qu'il fallait éviter, mais à quoi il fallait toujours s'attendre. Webster était immobile et crispé. Il écoutait le pouls de l'histoire battre entre ses murs. Une histoire qui s'était terminée en impasse, un grand fleuve qui n'était plus qu'une mare stagnante et inutile. Il posa la main à plat contre la maçonnerie, sentit le froid gluant, la poussière rugueuse sous sa paume. Dire que c'était la fondation de l'Empire, songea-t-il. La base de l'immense édifice qui déployait si haut sa force, qui jadis bourdonnait de l'activité de tout un système solaire, qui n'était pas un empire au sens impérialiste du terme, mais un système coordonné de relations humaines, fondé sur le respect mutuel et la compréhension. Une défense bien conçue et à toute épreuve, voilà qui donnait confiance dans le siège d'un gouvernement.
car on pouvait être sûr qu'elle était bien conçue et à toute épreuve. Les hommes de ce temps-là ne prenaient pas de risques. Ils avaient été à dure école, et ils savaient s'y prendre. Lentement, Webster fit demi-tour, regardant les traces de ses pas dans la poussière. Sans bruit, prenant garde à bien reprendre le chemin par lequel il était arrivé, il sortit du caveau et verrouilla derrière lui la lourde porte qui gardait enfermé son secret. Tout en montant l'escalier du souterrain, il songea. « Maintenant, je peux écrire mon histoire. Mes notes sont presque complètes et je sais quel plan je dois suivre. Ce sera un ouvrage brillant et qui épuisera le sujet, et sa lecture sera certainement intéressante. » Mais il savait bien que personne ne prendrait le temps ni la peine de le lire. Un long moment, Webster resta debout sur les vastes degrés de marbre de son perron, laissant errer son regard dans la rue. Une jolie rue, se dit-il, la plus jolie de tout Genève, avec sa rangée d'arbres, ses parterres fleuris soigneusement entretenus, ses trottoirs que les robots inlassables gardaient luisants. Personne ne passait dans cette rue et cela n'avait rien d'étrange. Les robots avaient fini leur travail de bonne heure et les gens étaient rares. Du sommet d'un arbre, un oiseau se mit à lancer une chanson qui parlait du soleil et des fleurs. Une chanson joyeuse qui gonflait sa gorge et qui bondissait en trilles éperdues. Une rue bien propre qui sommeillait au soleil et une grande et fière cité qui avait perdu sa raison d'être. Une rue qui devait être pleine de rires d'enfants, d'amoureux en promenade et de vieillards se dorant au soleil. Une cité, enfin, la dernière, la seule cité de la terre qui aurait dû bourdonner d'activité. Un oiseau chantait et un homme debout sur les marches regardait les tulipes balancer gaiement la tête sous la brise parfumée qui flânait le long de la rue. Webster se tourna vers la porte, l'ouvrit non sans quelque mal, et franchit le seuil. Un silence solennel régnait dans la pièce où il entra. L'atmosphère était celle d'une cathédrale, avec les fenêtres à vitraux. La patine des ans prêtait un doux éclat au vieux bois, et la lumière qui tombait des hautes fenêtres allumait de brefs éclairs sur le cuivre et l'argent. Au-dessus de la cheminée était accroché un énorme tableau au ton effacé, qui représentait une maison sur une colline. Une maison qui se cramponnait à la terre d'une étreinte jalouse. De la fumée sortait de la cheminée, et fouettée par le vent, allait se perdre dans un ciel chargé de nuages gris. Webster traversa la pièce, et les tapis burent le bruit de ses pas. « Les tapis, se dit-il. C'est vrai. Les tapis protègent le silence d'une pièce. Randall voulait faire enlever celui-ci, mais je n'ai pas voulu le laisser y toucher, et j'en suis heureux. Tout être doit garder un souvenir du passé, quelque chose à quoi il puisse se raccrocher, qui soit un héritage et une promesse. » Il s'approcha de son bureau et pressa un bouton pour donner de la lumière. Il s'assit lentement et prit la serviette où il rangeait ses notes. Il l'ouvrit et resta un moment les yeux fixés sur le titre. « Étude du développement fonctionnel de la cité de Genève ». Un beau titre. C'était digne, et cela vous sentait son érudit. Et cela représentait un tel travail. 20 ans de labeur, 20 ans passés à fouiller de vieilles archives poussiéreuses, 20 ans à lire, à comparer, à soupeser les mots des disparus, à trier les faits, à retracer l'évolution non seulement de la cité mais des hommes. Pas de culte de héros, pas de légende, mais des faits, et les faits ne sont pas faciles à trouver. Il entendit un léger bruissement. Ce n'était pas un bruit de pas, mais il eut l'impression soudaine d'une présence. Webster se retourna dans son fauteuil. Un robot se tenait juste en dehors du cercle lumineux de la lampe de bureau. « Que monsieur m'excuse, » dit le robot, « mais je dois prévenir monsieur. Miss Sarah attend monsieur sur la plage. » Webster haussa les sourcils. « Miss Sarah ? Tiens, voilà bien longtemps qu'elle n'est pas venue. »« Oui, monsieur, » dit le robot. « Cela m'a rappelé le vieux temps de la voir entrer. »« Merci, Oscar, de m'avoir prévenu, » dit Webster. « J'y vais tout de suite. Veuillez apporter de quoi boire. »« Miss Sarah a apporté elle-même de quoi boire, » dit Oscar. « Une liqueur de la composition de Mr. Ballantyre. »« Ballantyre » s'écria Webster. « J'espère que ce n'est pas du poison. »« Je l'ai observée, » lui dit Oscar. « Elle la boit et semble s'en trouver fort bien. » Webster se leva, traversa la pièce et prit le couloir. Il poussa la porte et le bruit des vagues vint jusqu'à lui. Il cligna des yeux devant la lumière qui faisait briller le sable de la plage dont la bande blanche s'étendait jusqu'à l'horizon. Devant lui, l'océan était une vaste plaine bleue,
crêté de loin en loin d'écume. Il s'avança, et le sable crissa sous ses pieds. Une femme était assise dans un des fauteuils de toile claire, sous les palmiers, et à côté d'elle était posé un carafon de ton pastel, et de forme très gracieuse. Une odeur de sel flottait dans l'air, et de la mer venait une brise fraîche. Sarah l'entendit et se leva à son approche. Il se précipita, étreignit ses mains tendues et la regarda. « Pas vieilli d'une minute, dit-il. Aussi jolie que le premier jour où je vous ai vu. » Elle lui sourit, les yeux brillants. « Et vous, John, un peu de gris aux tempes, un peu plus bel homme, c'est tout. »« J'ai près de 60 ans, Sarah, rit-il. »« L'âge vient quand même. »« J'ai apporté quelque chose, dit Sarah. Une des dernières créations de Ballantyre. Cela va vous rajeunir de 30 ans. »« Je me demande, grommela-t-il, comment Ballantyre n'a pas déjà tué la moitié de Genève avec ses breuvages. »« Celui-ci est vraiment bon. » C'était exact. Cela vous descendait doucement dans la gorge en vous laissant un goût étrange, à la fois merveilleux et légèrement métallique. « Vous avez là une pièce bien agréable, » dit Sarah. « C'est Randall qui a fait la décoration, n'est-ce pas ?»« Et il s'est amusé comme un petit fou, je vous prie de le croire. » acquiesça Webster. « Il a fallu que je le mette dehors à la fin, et ces robots, ils sont encore plus fous que lui. » « Mais il a un talent extraordinaire. Il a fait une chambre martienne pour Quentin, où on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. »« Je sais, dit Webster. Il voulait à tout prix me faire un salon sidéral ici. Il disait que ce serait l'endroit rêvé pour méditer. Il était furieux que je ne l'ai pas laissé faire. » Il se frotta une main avec le pouce de l'autre, le regard perdu sur une brume bleutée qui montait de l'océan. Sarah se pencha et lui prit la main. « Vous avez toujours vos verrues ?» dit-elle. « Oui, fit-il en souriant. J'aurais pu me les faire enlever, mais je n'y suis jamais arrivé. Je n'avais pas le temps. Maintenant, elles font partie de moi. » Elle lui lâcha la main et il recommença à se gratter machinalement. « Vous avez été très pris, dit-elle. Je ne vous ai pas beaucoup vu ces temps-ci. Comment marche votre livre ? » Je n'ai plus qu'à l'écrire, dit Webster. Je termine la division en chapitres pour l'instant. J'ai vérifié un dernier point hier, une chose dont je devais m'assurer. Je suis descendu sous l'ancien immeuble de l'administration solaire. Il y a là une sorte de mécanisme de défense, une chambre de contrôle. Vous poussez une manette et... « Et quoi ?» ?»« Justement, dit Webster. Je n'en sais rien. Mais ce doit être un dispositif efficace. Je devrais essayer de voir ce que c'est, mais je n'en ai pas le courage. J'ai trop creusé dans trop de poussière depuis 20 ans pour me sentir d'humeur à recommencer. »« Vous avez l'air découragé, John. Fatigué. Vous ne devriez pas être fatigué. Il n'y a pas de raison. Vous devriez sortir un peu. Un autre verre ?» Il secoua la tête. « Non, Sarah, merci. Je n'ai pas envie. Non, voyez-vous, Sarah, j'ai peur. Oui, peur. »« Comment, peur ?» ?»« Prenez cette pièce, dit Webster. Tout n'y est qu'illusion. Des miroirs donnent l'illusion de la distance. Des ventilateurs font souffler une brise salée. Des pompes font naître des vagues. Il y a un soleil artificiel. Et si le soleil ne me plaît pas, je presse un bouton et j'ai une lune. »« Des illusions, dit Sarah. »« Parfaitement, dit Webster. C'est tout ce que nous avons. Pas de vrai travail, pas de vraie situation. Nous travaillons sans but, nous n'avons pas d'endroit où aller. Après 20 ans de recherche, je vais écrire un livre que personne ne lira. Il suffirait pourtant aux gens de prendre le temps de le lire. Mais ils ne le prendront pas. Cela ne les intéresse pas. Ils n'auraient qu'à venir m'en demander un exemplaire. Et même s'ils ne s'en sentaient pas la force, je serais si content que quelqu'un le lise que j'irais bien le leur porter. Mais personne n'en voudra. Mon œuvre s'en ira rejoindre sur les rayons des bibliothèques les autres livres qu'on a écrits. Et moi, qu'est-ce que j'en aurais tiré? Attendez, je vais vous le dire. 20 années de travail, 20 ans passés à me duper, 20 ans de santé d'esprit. « Je sais, fit Sarah doucement. Je sais, John. Les 3 derniers tableaux que j'ai peints... » Il leva brusquement les yeux. « Mais pourtant, Sarah... » Elle secoua la tête. « Non, John, personne n'en a voulu. Ils sont démodés. C'est fini le réalisme. C'est l'impressionnalisme maintenant. Du barbouillage. »« Nous sommes trop riches, dit Webster. Nous avons trop de choses. On nous a tout laissé, tout et rien. Quand la race humaine est partie pour Jupiter, les quelques hommes qu'elle a laissés derrière ont hérité de la Terre et c'était un patrimoine trop lourd. Ils étaient incapables de le gérer.
Il croyait la posséder, mais c'étaient eux les esclaves. Ils étaient les esclaves du passé. Elle lui posa la main sur le bras. « Pauvre John, dit-elle. »« Ce n'est pas la peine de chercher à se boucher les yeux, dit-il. »« Un jour, il nous faudra bien affronter la vérité et repartir de zéro. »« Oui, Sarah ? » ?»« Je suis venu vous dire adieu. »« Adieu ? » ?»« Je vais aller prendre le repos. » Il se leva d'un bond, horrifié. « Non, Sarah !» Elle eut un petit rire forcé. « Pourquoi ne m'accompagnez-vous pas, John ? Quelques centaines d'années, tout aura peut-être changé quand nous nous réveillerons. » « Tout cela parce que personne ne veut de vos toiles, parce que... » « À cause de tout ce que vous venez de me dire, tout n'est qu'illusion, John. Je le savais, je le sentais, mais je n'arrivais pas à voir clair dans mes pensées. »« Mais le repos est une illusion aussi. »« Je sais bien. Mais on ne se rend pas compte que c'est une illusion. On croit que c'est réel. On n'a plus d'inhibition, ni d'autres craintes que celles que l'on a choisi d'avoir. C'est naturel, John, plus naturel que la vie. Je suis allé au temple et on m'a tout expliqué. » « Et quand on se réveille ?»« On est adapté quelle que soit l'époque à laquelle on se réveille, comme si l'on n'avait jamais connu que cela. Et ce sera peut-être mieux. Qui sait ?»« Mais non, lui dit John amer. À moins que quelqu'un ne prenne une initiative. Et ce n'est pas de gens qui se précipitent prendre le repos qu'il faut attendre qu'ils se secouent. » Elle tressaillit, et soudain il eut honte. « Excusez-moi, Sarah. Je ne disais pas cela pour vous, ni pour personne en particulier. C'était collectif. » Les palmiers bruissaient au-dessus de leur tête. Deux petites flaques abandonnées par la marée brillaient au soleil. « Je n'essaierai pas de vous dissuader, » dit Webster. « Votre décision est prise. Vous savez ce que vous faites. » La race humaine n'avait pas toujours été ainsi, pensa-t-il. Il y avait un temps, quelques 1000 ans plus tôt, où il n'aurait pas été question de la laisser prendre sa décision sans discuter. Mais le joainisme a mis fin à toutes les vaines discussions. Le joainisme a mis fin à bien des choses. « J'ai toujours pensé, lui dit Sarah d'une voix douce, que si nous avions pu rester ensemble... » Il eut un geste d'impatience. « Voilà encore autre chose que nous avons perdu, une autre chose que la race humaine a laissé perdre. Quand on y pense, nous avons perdu beaucoup de choses, les liens familiaux, commerciaux, le travail, la raison de vivre. » Il se tourna brusquement vers elle. « Si vous voulez revenir, Sarah... » Elle secoua la tête. « Cela ne marcherait pas, John. Cela fait trop longtemps maintenant. » Il eut un soupir. À quoi bon nier ? Elle se leva et lui tendit la main. « Si jamais vous décidez de prendre le repos, demandez ma date de réveil. Je vous ferai réserver une place à côté de la mienne. »« Je ne crois pas que je m'y décide, » dit-il. « Très bien, alors. Adieu, John. »« Attendez une seconde, Sarah. Vous ne m'avez rien dit de notre fils. Autrefois, je le voyais souvent, mais... »« C'est presque un homme, John, fit-elle en riant. Et c'est très curieux. Il... »« Voilà longtemps que je ne l'ai vu, répéta Webster. Pas étonnant. Il est rarement en ville. C'est une manie chez lui. Il tient cela de vous, je crois. Une sorte d'instinct de pionnier. Je ne vois pas comment qualifier cela autrement. »« Vous voulez dire qu'il fait des recherches d'un genre particulier ? » ?»« Particulier, oui. Mais il ne s'agit pas de recherche. Il va simplement dans les bois avec quelques amis. Il emporte un sac de sel, un arc et des flèches. Oui, c'est bizarre, mais il s'amuse beaucoup. Il prétend qu'il apprend quelque chose. Et physiquement, cela lui réussit. Un vrai loup. Il est solide et mince, et il a un regard étrange. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. « Je vais vous raccompagner, » dit Webster. Elle secoua la tête. « Non, non, je préfère partir seule. »« Vous oubliez le carafon ? » ?»« Gardez-le, John. Je n'en aurai pas besoin là où je vais. » Webster se coiffa d'un casque à poncer en matière plastique et pressa un bouton de l'écriveur posé sur son bureau. « Chapitre 26 » pensa-t-il. Et dans un cliquement de rouages et de touches, l'écriveur tapa « Chapitre 26 ». Webster interrompit un moment le cours de sa pensée pour rassembler des éléments, préparer l'articulation de son exposé, puis il se remit au travail. L'écriveur reprit son cliquetis affairé.
Les machines continuaient à fonctionner comme par le passé sous la surveillance des robots et fabriquaient toujours les mêmes produits. Et les robots travaillaient comme s'ils savaient que c'était leur devoir de continuer à faire ce pourquoi ils avaient été créés. Les machines tournaient toujours et les robots travaillaient toujours, continuant à produire des biens comme s'il y avait eu encore des hommes pour les consommer, comme s'il restait des millions d'hommes et non pas quelques 5000. Et les 5000 hommes qui étaient restés et qu'on avait laissés là se trouvèrent soudain les maîtres d'un monde conçu pour des millions d'individus. Ils eurent brusquement à leur disposition la richesse et les services qui, quelques mois auparavant, avaient été le partage de millions de personnes. Il n'y avait pas de gouvernement, car tous les crimes et tous les excès que le gouvernement avait servi à réprimer se trouvaient en fait supprimés par la fortune soudain échue aux 5000 qui restaient. Personne n'ira voler quand il peut prendre tout ce dont il a besoin à sa guise. Personne ne cherchera querelle à son voisin pour des questions de terrain, quand le monde entier n'est plus qu'un immense lotissement. Du jour au lendemain, pratiquement, les droits de la propriété perdirent leur signification dans un monde où il y avait plus qu'assez pour tous. Les actes de violence avaient été depuis longtemps éliminés et avec le relâchement de la pression économique, il n'était plus besoin d'un gouvernement. Tout le fatras de coutumes et conventions qui avaient jusqu'alors gouverné les relations humaines était devenu inutile. Inutile aussi la monnaie, puisque l'échange ne rimait plus à rien dans un monde où, pour se procurer ce dont on avait besoin, il suffisait de le demander ou de le prendre. Avec le relâchement de la pression économique, la pression sociale diminua également. L'homme ne jugea plus utile de se conformer aux usages et aux impératifs moraux en vigueur jusqu'alors. La religion, qui depuis des siècles perdait du terrain, disparut complètement. La cellule familiale, dont la cohésion se maintenait que par suite de la tradition et de la nécessité économique d'avoir un protecteur et un pourvoyeur, s'effrita. Hommes et femmes vivaient ensemble à leur guise et se séparaient quand bon leur semblait, car aucune raison sociale ni économique ne les en empêchait. Webster fit une pause, tandis que la machine continuait à ronronner doucement. Il ôta son casque et relut le dernier paragraphe de son brouillon. « Voilà, se dit-il. Voilà la racine de tout le mal. Les familles n'auraient pas dû se disperser. Sarah et moi aurions dû rester ensemble. Je me demande si Tom porte mon nom ou le sien. Ils prennent généralement le nom de leur mère. Je sais que c'était mon cas jusqu'à ce que ma mère m'eût dit d'en changer. Elle m'a dit que cela ferait plaisir à mon père et que pour elle, cela lui était égal. Elle disait qu'il était fier du nom qu'il portait et que j'étais son seul enfant, alors qu'elle en avait d'autres. Si seulement nous ne nous étions pas séparés, nous aurions au moins un but dans l'existence. Sarah n'aurait pas pris le repos. Elle ne se trouverait pas plongée dans un bain de fluide en état d'animation suspendu, la tête coiffée du casque à rêve. Je me demande quel genre de rêve elle a choisi, quel genre d'ersatz de vie elle a choisi de vivre. Je voulais le lui demander, mais je n'ai pas osé. Au fond, ce ne sont pas des questions à poser. Il reprit son casque et continua à dérouler ses pensées. L'écriveur se remit à la tâche. L'homme fut d'abord abasourdi, mais cela ne dura pas. Il fit un effort, mais cela non plus ne dura pas. Car 5000 individus ne pouvaient pas continuer le travail des millions de leurs semblables qui s'en étaient allés sur Jupiter, mener une vie meilleure sous une autre enveloppe. Ces 5000-là n'avaient pas les qualités nécessaires. Il leur manquait le rêve, l'inspiration. Et puis, il y avait aussi des facteurs psychologiques qui entraient en jeu. La tradition qui pesait de tout son poids sur l'esprit des 5000. Le joannisme, qui les obligeait à se montrer sincères envers eux-mêmes et envers les autres, qui les contraignait à comprendre enfin la vanité de leurs efforts. Le joannisme ne laisse pas de place au faux courage. Et le faux courage, la témérité qui ne sait même pas à quoi elle s'attaque, c'était là justement ce dont les 5000 attardés avaient le plus besoin. Ce qu'ils firent supporter mal la comparaison avec ce qu'on avait fait avant eux, et ils finirent par comprendre que le rêve de plusieurs millions d'hommes était trop vaste pour que 5000 d'entre eux puissent à eux seuls le réaliser. La vie était bonne. Pourquoi s'inquiéter? Chacun trouvait facilement le gîte et le couvert, la société de ses semblables, le luxe et le plaisir. Il y avait de quoi combler les désirs de tous. L'homme cessa tout effort. L'homme se laissa vivre. La réussite humaine cessa d'être enviable, et la vie humaine devint un absurde paradis.
Webster se dépouilla encore une fois du casque et arrêta l'écriveur. « Si seulement on me lisait quand j'aurais fini, songea-t-il. Si quelqu'un me lisait et me comprenait, si quelqu'un pouvait comprendre où va la vie humaine, je pourrais le leur dire, bien sûr. Je pourrais les attraper l'un après l'autre et ne pas les lâcher jusqu'à ce que je leur ai dit ma pensée. Et ils la comprendraient, car le joénisme les ferait comprendre, mais ils n'y accorderaient aucune attention. Ils enfouiraient cela tout au fond de leur cerveau pour s'en servir un jour, mais ils n'en auraient jamais le temps ni l'envie. Ils continueraient à faire toutes les choses idiotes qu'ils font, à s'adonner à tous les passe-temps ridicules qui ont remplacé pour eux le travail. Randall, avec son équipe de robots, continuera à supplier ses voisins de refaire la décoration de leur intérieur. Ballantyre a passé des heures à inventer de nouvelles mixtures alcoolisées, et John Webster à perdre 20 ans à fouiller le passé d'une seule cité. Une porte craqua doucement et Webster se retourna. Le robot se coula dans la pièce. « Oui, Oscar, qu'y a-t-il » Le robot s'arrêta, forme indécise dans la lumière du crépuscule. « C'est l'heure du dîner, monsieur. Je suis venu voir ce que monsieur... »« Ce que vous voulez, » dit Webster. « Et, Oscar, vous pouvez préparer le feu. »« C'est fait, monsieur. » Oscar traversa la pièce et se pencha au-dessus du foyer. Une flamme jaillit dans sa main et les brindilles s'allumèrent aussitôt. Webster, vautré dans son fauteuil, les yeux fixés sur les flammes qui léchaient le bois, entendit les premiers sifflements et craquements des branches. Puis, lorsque le feu fut bien en train, le ronflement de la cheminée. « C'est bien joli, monsieur, » dit Oscar. « Ça vous plaît à vous aussi ?»« Oh oui. »« C'est de la mémoire ancestrale, » dit Webster. « Le souvenir de la forge qui vous a créé. »« Monsieur croit cela ?» demanda Oscar. « Non, Oscar, je plaisantais. Des anachronismes, voilà ce que nous sommes, vous et moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aient encore des feux chez eux aujourd'hui. On n'en a plus besoin, mais cela a quelque chose de pur et de réconfortant. » Il contempla la toile accrochée au-dessus de la cheminée et qu'éclairaient maintenant les reflets des flammes. Oscar suivit la direction de son regard. « C'est dommage pour Miss Sarah, monsieur. » Webster secoua la tête. « Non, Oscar, c'était ce qu'elle voulait. C'est comme si elle arrêtait une vie pour en recommencer une autre. Elle va passer des années au temple, endormie, et puis elle vivra une nouvelle vie. Et cette fois, Oscar, ce sera une vie heureuse, car ce sera celle qu'elle aura choisie. » Des souvenirs lui revinrent d'autres jours passés dans cette même pièce. « C'est elle qui a peint ce tableau, Oscar, » dit-il. « Elle y a passé longtemps, elle a pris grand soin de bien saisir ce qu'elle voulait exprimer. Elle me disait toujours en riant que j'y figurais moi aussi. »« Je ne vois pas, monsieur, » dit Oscar. « Non, je n'y suis pas, et pourtant peut-être y suis-je quand même, ou une partie de moi, une partie de ce dont je viens. Cette maison que vous voyez sur le tableau, Oscar, c'est la maison Webster en Amérique du Nord. Et je suis un Webster. Mais je suis loin de cette maison, bien loin des hommes qui l'ont bâtie. »« L'Amérique du Nord n'est pas si loin, monsieur. »« Non, lui dit Webster. Pas si loin sur la carte, mais loin à d'autres égards. » Il sentit la chaleur du feu se répandre dans la pièce et le pénétrer. C'était loin, trop loin, et pas dans la direction voulue. Le robot se retira d'un pas lent, étouffé par le tapis. Elle a travaillé longtemps. Elle a pris grand soin de saisir ce qu'elle voulait exprimer. Et que voulait-elle exprimer? Il ne lui avait jamais demandé, et elle ne lui avait jamais dit. Il avait toujours cru, il s'en souvenait, que ce devait être la façon dont la fumée montait dans le vent, dont la maison se blottissait contre le sol, se confondant avec les arbres et l'herbe, recroquevillée contre la tempête qui balayait la campagne. Mais peut-être était-ce autre chose, un symbole, quelque chose qui faisait de la maison l'image des hommes qui l'avaient bâtie. Il se leva et s'approcha, la tête un peu renversée. De près, on voyait la trace des coups de pinceau et on avait moins l'impression d'un tableau. Cela relevait plutôt d'une technique. Les touches de pinceau et les jeux de nuances avaient réussi à créer l'illusion. Une impression de sécurité, voilà ce qui se dégageait du tableau. Cela tenait à la façon dont cette maison était plantée en terre. Une impression de ténacité aussi, tant on sentait qu'elle faisait partie intégrante du paysage, de force, d'entêtement, et d'une certaine tristesse aussi. Sarah avait passé des jours, le téléviseur braqué sur la maison, à en esquisser les contours avec un soin minutieux, puis à peindre. Souvent même,
Elle restait assise à la regarder sans rien faire. Il y avait des chiens, disait-elle, et des robots, mais elle ne les avait pas fait figurer dans le tableau, parce qu'elle ne voulait que la maison. C'était une des rares maisons existant encore en pleine campagne. Les autres s'étaient écroulées après des siècles d'abandon, avaient rendu la terre à la nature. Mais dans celle-ci, il y avait des chiens et des robots. Un grand robot, disait-elle, et une foule de petits. Webster, sur le moment, n'avait pas fait attention. Il était trop occupé. Il revint vers son bureau. C'était curieux quand on y pensait. Des robots et des chiens vivant ensemble. Autrefois, un Webster avait fait des expériences avec les chiens. Il avait essayé de les diriger vers une culture personnelle, de développer une double civilisation humaine et canine à la fois. Des souvenirs épars lui revinrent, des fragments à demi oubliés de la légende de la maison Webster qui avait traversé les siècles. Il y avait un robot du nom de Jenkins qui avait toujours été au service de sa famille. Un vieil homme aussi, installé dans un fauteuil roulant sur la pelouse, qui contemplait les étoiles et attendait un fils qui n'était jamais revenu. Et une malédiction qui pesait sur la maison, parce qu'un des Websters avait fait perdre au monde la philosophie de Chowane. Le téléviseur était dans un coin de la pièce. On ne s'en servait plus guère. Il n'avait plus d'utilité, d'ailleurs le monde entier se limitait à la cité de Genève. Webster se leva et se dirigea vers l'appareil, puis s'arrêta, perplexe. Les coordonnées devaient être inscrites dans le carnet d'écoute. Mais où diantre était-il? Sans doute quelque part dans le bureau. Il y revint et se mit à fouiller dans les tiroirs. Tout excité maintenant, il furetait avidement, comme un chien qui creuse pour retrouver un os. Jenkins, le vieux robot, passa sur le métal de son menton ses doigts métalliques. Il faisait toujours cela quand il était plongé dans de profondes méditations. C'était une manie idiote qu'il avait gardée de son long contact avec la race humaine. Son regard revint au petit chien noir assis par terre devant lui. « Alors, le loup était dans des dispositions amicales, » dit Jenkins. « Il t'a donné le lapin. » Ebenezer, très excité, se trémoussa sur son derrière. « C'était un de ceux que nous avons nourris l'hiver dernier, la meute qui est venue à la maison et que nous avons essayé d'apprivoiser. »« Tu le reconnaîtrais, ce loup ?» Ebenezer acquiesça. « J'ai encore son odeur dans les narines, » dit-il. « Je me souviendrai de lui. » Mentor s'avança d'un pas traînant. « Écoutez, Jenkins, pourquoi ne lui donnez-vous pas une taloche? Il aurait dû être à écouter, et il est allé courir les bois. Il n'avait pas à chasser le lapin. »« C'est vous qui mériteriez une correction, Mentor, » dit Jenkins sévèrement, « pour votre attitude. Vous êtes assigné à Ebenezer, vous devriez être une partie de lui-même. Vous n'êtes pas un individu, vous êtes simplement les mains d'Ebenezer. S'il avait des mains, il n'aurait pas besoin de vous. Vous n'êtes pas son directeur de conscience, mais simplement ses mains. Ne l'oubliez pas. »« Je m'en irai, » dit Mentor d'un ton belliqueux. « Rejoindre les robots sauvages, je suppose, » dit Jenkins. « Ils seront très contents de m'avoir. » acquiesça Mentor. « Ils font des choses. Ils ont besoin d'aide. »« Il vous enverrait à la casse, » fit Jenkins d'un ton mordant. « Vous n'avez aucun entraînement, aucune spécialité qui les intéresse. » Il se tourna vers Ebenezer. « Nous avons d'autres robots. » Ebenezer secoua la tête. « Mentor est très bien. Je peux parfaitement m'en accommoder. Nous nous connaissons. Il m'empêche de devenir paresseux. Il est toujours sur mes talons. »« Parfait, » fit Jenkins. « Alors filez vous deux. Et si jamais en chassant le lapin tu tombes à nouveau sur ce loup, tâche de cultiver cette relation. » Les rayons du soleil couchant pénétraient par les fenêtres, baignant la vieille pièce de la chaleur du printemps finissant. Jenkins resta assis dans le fauteuil, tendant l'oreille au bruit du dehors, le tintement des clochettes des vaches, l'aboiement des chiots, le bruit sourd d'une cognée fendant des bûches. « Pauvre petit diable !» songea Jenkins, « qui file chasser le lapin quand il devrait être à écouter. Je suis allé trop loin, trop vite. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il ne puisse plus suivre le train. À l'automne, je leur donnerai une semaine ou deux de vacances et nous organiserons des chasses au radeau. Cela leur fera le plus grand bien. Je sais qu'un jour viendra où il n'y aura plus de chasse aux rats ni aux lapins, le jour où les chiens auront fini par tout apprivoiser, où tous les animaux sauvages seront des créatures pensantes, parlantes et qui travailleront. C'est un rêve fou et lointain, se dit Jenkins, mais pas plus fou ni plus lointain que certains rêves de l'homme.
Et peut-être vaut-il mieux que les rêves de l'homme qui, ignorant les scrupules, n'aspirait qu'à la brutalité mécanisée. Une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, mystique peut-être et visionnaire, mais l'homme aussi avait souvent été visionnaire. Une pensée qui sondera des mystères que l'homme avait écartés comme des superstitions sans intérêt et indignes qu'il y consacre une partie de son temps. Il y avait des choses qui surgissaient dans la nuit, qui rôdaient autour des maisons et faisaient grogner les chiens, mais ne laissaient pas de traces sur la neige, et les chiens qui hurlaient quand quelqu'un mourrait. Les chiens connaissaient tout cela. Ils le connaissaient longtemps avant qu'on leur eût donné une langue pour parler et des verres de contact pour lire. Ils n'étaient pas allés aussi loin que l'homme, ils n'étaient pas devenus sceptiques. Ils croyaient ce qu'ils entendaient et percevaient. Ils ne parlaient plus de superstition chaque fois qu'ils aimaient mieux ne pas voir qu'ils avaient besoin d'un bouclier contre l'inconnu. Jenkins prit une plume sur son bureau et se pencha sur le cahier ouvert devant lui. En faisant crisser sa plume, il nota. Ebenezer signale des dispositions amicales chez le loup. Je propose que le conseil dispense Ebenezer d'écouter et lui confie la tâche de contacter le loup. Les loups, pensa Jenkins, seraient de précieux alliés. Ils feraient des éclaireurs merveilleux, meilleurs que les chiens. Ils étaient plus durs, plus rapides, plus souples. Ils pourraient surveiller les robots qui étaient de l'autre côté de la rivière et relever les chiens. Ils pourraient également jeter un coup d'œil au château des mutants. Jenkins secoua la tête. On ne pouvait se fier à personne aujourd'hui. Les robots semblaient très bien. Ils se montraient amicaux, venaient de temps en temps leur rendre visite, donner un coup de main. Des voisins parfaits. Mais on ne pouvait pas savoir. Ils construisaient quand même des machines. Les mutants ne dérangeaient personne. On les voyait rarement en fait. Mais il fallait les surveiller aussi. On ne pouvait jamais savoir quelle idée diabolique pouvait leur passer par la tête. Il n'y avait qu'à se rappeler ce qu'ils avaient fait à l'homme. Ne lui avait-il pas révélé le joénisme au moment où il devait fatalement entraîner la condamnation de la race? Les hommes, pour les chiens, c'étaient des dieux, et maintenant ils avaient disparu. Il les avait laissés seuls. Il en restait quelques-uns à Genève, bien sûr, mais il était inutile de les déranger, ils ne s'intéressaient pas aux chiens. Et Jenkins se mit à songer au verre de whisky qu'il avait servi, aux courses qu'il avait faites, au jour où les Webster vivaient et mouraient entre ses murs. Et voilà maintenant qu'il était devenu le père confesseur des chiens, de bons petits diables vifs et intelligents, et qui se donnaient du mal. Une sonnette retentit, un peu étouffée, et Jenkins sursauta dans son fauteuil. On sonna encore, et une lumière verte se mit à clignoter sur le téléviseur. Jenkins se leva pour aller regarder la petite lueur clignotante. Un appel. Après 1000 ans presque de solitude, quelqu'un appelait. Il revint d'un pas chancelant jusqu'à son fauteuil, abaissa la manette du téléviseur. Le mur qui était devant lui s'effaça, et il vit un homme assis à un bureau. Derrière l'homme, les flammes d'un feu qui brûlait dans la cheminée éclairaient une pièce aux hautes fenêtres à vitraux. « Vous êtes Jenkins » dit l'homme, et quelque chose dans son visage arracha un cri de surprise au vieux robot. « Mais c'est... »« Je suis John Webster » dit l'homme. Jenkins se cramponna au téléviseur, puis se redressa dans son fauteuil, effrayé des émotions peu convenables pour un robot qu'il sentait monter dans son enveloppe métallique. « J'aurais reconnu monsieur n'importe où, » dit Jenkins. « Monsieur a bien un air de famille. J'ai travaillé si longtemps pour la famille de monsieur, à apporter des whisky et... »« Oui, je sais, » dit Webster. « Nous nous sommes transmis votre nom avec les traditions de la famille. Nous ne vous avons pas oublié. »« Vous êtes à Genève, John ?» Mais Jenkins se reprit aussitôt. « Je veux dire, est-ce que monsieur est à Genève ?»« Pas de monsieur, Jenkins, » dit Webster. « J'aime mieux John. Oui, je suis à Genève, mais j'aimerais bien vous voir. Je me demande si c'est faisable. »« Monsieur veut dire qu'il viendrait ici ?» Webster acquiesça d'un signe de tête. « Mais monsieur sait que la maison est pleine de chiens. »« Les chiens qui parlent ?» sourit Webster. « Oui, dit Jenkins, et ils seront très heureux de voir monsieur. Ils connaissent la famille de monsieur. Le soir, ils se couchent devant le feu et s'endorment en racontant des histoires du temps passé. Et... »
Qu'y a-t-il, Jenkins? Je serais si heureux, moi aussi, de voir monsieur. On est si seuls ici. Dieu était venu. Ebenezer frissonna à cette pensée et se recroquevilla dans le noir. Si Jenkins savait que je suis ici, pensa-t-il. Il me botterait le derrière. Jenkins a dit qu'il fallait le laisser tranquille, du moins pour un moment. Ebenezer vint sans bruit flairer la porte du bureau. Celle-ci était ouverte, enfin à peine entr'ouverte. Il se tapit sur le sol, l'oreille aux aguets, et il n'entendit rien. Il ne perçut qu'une odeur étrange, piquante, qui déclenchait en lui de brefs frissons d'une extase presque intolérable. Il jeta un coup d'œil derrière lui, mais rien ne bougeait. Jenkins était dans la salle à manger, en train de donner des leçons de maintien au chien, et Mentor était quelque part à vaquer à l'une de ses occupations de robot. Doucement, avec 1000 précautions, Ebenezer poussa la porte de son museau. Encore un coup, et elle fut à demi entrebâillée. L'homme était assis devant le feu, dans le fauteuil, ses longues jambes croisées, les mains posées à plat sur son ventre. Ebenezer se blottit contre le sol, poussant sans le vouloir un petit gémissement. Le bruit fit sursauter John Webster. « Qui est là ?» demanda-t-il. Ebenezer se figea sur place, son cœur battant à tout rompre. « Qui est là ?» répéta Webster. Il aperçut le chien et sa voix se radoucit. « Ah, entre, mon vieux, entre donc. » Ebenezer ne bougeait pas. Webster fit claquer ses doigts. « Je ne te ferai pas de mal. Entre donc. Où sont les autres ?» Ebenezer essaya de se lever, de ramper sur le sol, mais ses os étaient mous comme du caoutchouc. Son sang n'était plus que de l'eau, et l'homme s'avançait vers lui à grands pas. Il vit l'homme se pencher vers lui, sentit des mains robustes se glisser sous son corps, puis se vit soulever dans les airs, et l'odeur qu'il avait sentie par la porte ouverte, l'odeur toute puissante du Dieu, emplit ses narines. Les mains le serrèrent contre l'étrange tissu que l'homme portait en guise de pelage, et une voix le rassura doucement. « Alors, tu es venu me voir ?» dit John Webster. « Tu t'es échappé pour venir me voir ?» Ebenezer acquiesça, tout penaud. « Tu ne m'en veux pas? Tu ne vas pas le dire à Jenkins ?» Webster secoua la tête. « Non, je ne le dirai pas à Jenkins. » Il s'assit, et Ebenezer s'assit sur ses genoux en le regardant. Il avait un visage qui respirait la force, avec des rides qu'accusait encore la lueur des flammes. La main de Webster vint caresser la tête d'Ebenezer, qui poussa un petit gémissement heureux. « J'ai l'impression de rentrer au bercail, » dit Webster sans s'adresser au chien en particulier. « On dirait qu'après une longue absence, je rentre à la maison. Et cela fait si longtemps que je ne reconnais plus rien. Je ne reconnais pas le mobilier ni la disposition des pièces. Mais je sens quand même que c'est un endroit familier et que je suis content de le retrouver. »« Je me plais bien ici, » dit Ebenezer. Il voulait parler des genoux de Webster, mais celui-ci se méprit. « Naturellement, » dit-il. « C'est ta maison aussi bien que la mienne, plus encore la tienne, parce que tu es resté ici pour l'entretenir, tandis que moi, je n'y pensais plus. » Il caressa la tête d'Ebenezer et lui tira les oreilles. « Comment t'appelles-tu » lui demanda-t-il. « Ebenezer. »« Et que fais-tu, Ebenezer ?»« J'écoute. »« Tu écoutes ?»« Bien sûr, c'est mon travail. J'écoute les hors-là. »« Et tu les entends ?»« Quelquefois, je ne suis pas très fort pour ce genre de travail. Je pense à des chasses aux lapins et je ne fais plus attention. »« Et que font-ils, ces hors-là ?»« Ça dépend. Parfois, ils marchent et d'autres fois, ils avancent seulement par bonds. Et de temps en temps, ils parlent, mais le plus souvent, ils pensent. »« Mais enfin, où sont-ils ?»« Ils ne sont nulle part, » dit Ebenezer. « En tout cas, pas sur terre. » « Je ne comprends pas. » « C'est comme s'il y avait une grande maison, » commença Ebenezer. « Une grande maison, avec un tas de pièces, et des portes entre les pièces. Et quand on est dans une pièce, on entend s'il y a quelqu'un dans les autres, mais on ne peut pas l'atteindre. »« Bien sûr que si, » dit Webster. « Il suffit de franchir la porte. »« Mais on ne peut pas ouvrir la porte, » protesta Ebenezer. « On ne sait même pas qu'il existe une porte. On croit que la pièce où on se trouve est la seule pièce de toute la maison. Et même si on connaissait l'existence de la porte, on ne pourrait pas l'ouvrir. » « Tu veux parler des dimensions ?»
Ebenezer plissa le front d'un air soucieux. C'est un mot que je ne connais pas. Dimension. Je te répétais ce que nous dit Jenkins. Il nous dit que ce n'est pas vraiment une maison et pas vraiment des pièces, et que les choses qu'on entend ne sont probablement pas comme nous. Webster acquiesça sans rien dire. C'était comme cela qu'il fallait procéder, doucement, graduellement. Ne pas les embrouiller avec de grands mots. Leur donner la notion d'abord et puis introduire ensuite une terminologie plus exacte, plus scientifique. Il faudrait d'ailleurs sans doute en inventer une. On avait déjà forgé un mot, les horlas, les choses qui sont derrière le mur, qu'on peut entendre mais pas identifier, les habitants de la pièce voisine. Les horlas. Si tu ne fais pas attention, les horlas vont venir te chercher. Voilà ce que diraient les humains. On ne comprend pas une chose? On ne peut pas la voir, la toucher, l'analyser? Très bien. Elle n'existe pas, voilà tout. C'est un fantôme, un lutin, un horla. Les horlas vont venir te chercher. C'est plus facile comme ça, plus confortable. On a peur? Bien sûr. Mais on n'y pense plus quand il fait clair. Et puis ça ne vous hante pas sans arrêt. Il suffit de vouloir assez fort, et on n'y pense plus. Il n'y a qu'à en faire un fantôme, un lutin, et on peut en rire quand il fait clair. Une langue tiède et humide vint râper le menton de Webster, et Ebenezer se tortilla d'un air heureux. « Je t'aime bien, » dit Ebenezer. « Jenkins ne m'a jamais tenu comme ça. Personne ne m'a jamais tenu comme ça. » Jenkins est trop occupé, dit Webster. « Oh oui, » fit Ebenezer. « Il écrit des choses dans un cahier. Il prend des notes sur ce que nous, les chiens, nous entendons quand nous écoutons, et sur ce que nous devrions faire. » « Est-ce que tu as entendu parler des Webster ?» demanda l'homme. « Bien sûr, nous avons tous entendu parler d'eux. Tu es un Webster. Nous ne croyons plus qu'il en restait. » « Si, » dit Webster. « Il y en a eu un ici tout le temps. Jenkins est un Webster. » « Il ne nous a jamais dit cela. » »« Ça ne m'étonne pas. » Le feu était tombé et l'ombre avait envahi la pièce. Les derniers sursauts des flammes jetaient de brèves lueurs sur les murs et sur le sol. Mais ce n'était pas tout. Il y avait de légers froissements, des chuchotements, comme si les murs parlaient. C'était une vieille maison lourde de souvenirs et de vie. 2000 ans d'existence avaient passé entre ces murs. Elle avait été construite pour durer, et elle avait duré. On avait voulu en faire un foyer stable, et c'était toujours un foyer, un endroit qui vous tenait chaud et vous protégeait. Des bruits de pas résonnèrent dans son cerveau, qui venaient d'un lointain passé, des pas dont le dernier écho s'était tu bien des siècles auparavant. Les pas des Websters, de ceux qui étaient partis avant lui et que Jenkins avait vu naître et mourir. De l'histoire, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire qui s'agite dans les plis des rideaux, qui rôde par terre, qui se tapit dans les coins, qui m'épie du haut d'un mur. C'est de l'histoire vivante qu'on peut sentir peser sur ses épaules, le choc des regards morts qui montent du fond de la nuit. Encore un autre Webster, alors. Il ne paie pas de mine. C'est une race finie. Ce n'est plus comme de notre temps. C'est le dernier de la lignée. John Webster s'agita dans son fauteuil. Non, non, dit-il. Pas le dernier. J'ai un fils. Il dit qu'il a un fils. Mais il ne doit pas être bon à grand-chose, ce fils. Webster se mit debout d'un bond. Ebenezer glissa par terre. « Ce n'est pas vrai !» cria Webster. « Mon fils !» Et il se rassit. Son fils, qui courait les bois avec son arc et ses flèches, jouant à il ne savait quoi. Un passe-temps, avait dit Sarah, avant de s'en aller sur la colline pour rêver pendant 100 ans. Un passe-temps, pas un métier, pas un mode d'existence, pas une nécessité, un passe-temps. Quelque chose d'artificiel qui n'avait ni queue ni tête, quelque chose qu'on pouvait abandonner d'une minute à l'autre sans que personne s'en soucie. Par exemple, inventer des formules de liqueur, ou peindre des tableaux dont personne ne voulait, ou traîner derrière soi une bande de robots en suppliant les gens de vous laisser refaire l'installation de leur appartement, ou écrire des livres d'histoire qui n'intéressaient personne, ou jouer à l'Indien, ou à l'homme des cavernes, ou au pionnier avec un arc et des flèches, ou inventer des rêves de plusieurs siècles pour des hommes et des femmes qui en ont assez de la vie et qui ont soif de fantaisie. Assis dans son fauteuil, l'homme avait le regard perdu dans le vide redoutable qui devenait demain, puis demain encore. Machinalement,
Il se frotta la main droite. Ebenezer vint mettre ses pattes de devant sur les genoux de l'homme et le regarda dans les yeux. « Ta main te fait mal ?» demanda-t-il. « Hein ?» « Ta main te fait mal? Tu la frottes ?» Webster eut un petit rire. « Non, ce sont simplement des verrues. » Il les montra au chien. « Chic, des verrues, » dit Ebenezer. « Tu ne tiens pas à les garder, je pense. » « Non, Webster hésitait. non, je ne crois pas. Mais je ne me suis jamais décidé à les faire enlever. » Ebenezer baissa la tête et frotta son museau contre la main de Webster. « Voilà, Annonça-t-il triomphalement. Voilà quoi. regarde tes verrues. » dit Ebenezer. Une bûche s'écroula dans le feu, et Webster examina sa main à la lueur de la flamme qui venait de jaillir. Les verrues avaient disparu, la peau était lisse et nette. Jenkins, dans le noir, écoutait le silence, le doux silence qui abandonnait la maison aux ombres, aux pas à demi oubliés, aux phrases prononcées jadis, aux bouches qui chuchotaient dans les murs et derrière les rideaux. Il aurait suffi d'une pensée pour changer la nuit en jour, d'un simple réglage de lentilles, mais le vieux robot ne toucha pas à son mécanisme visuel, car il aimait cette heure de méditation, ce moment choisi, où le présent s'effaçait et où le passé reprenait vie. Les autres dormaient, mais Jenkins ne dormait pas, car les robots ne dorment jamais. 2000 ans de conscience, 20 siècles bien remplis sans un seul moment d'inattention. C'est une longue période, songea Jenkins, même pour un robot, car avant même le départ de l'homme pour Jupiter, la plupart des anciens robots avaient déjà été retirés du service et démantelés pour être remplacés par de nouveaux modèles. Ces derniers ressemblaient plus à des hommes, étaient plus finis, plus jolis. Ils parlaient mieux et leur cerveau de métal fonctionnait plus vite. Mais Jenkins était resté, parce que c'était un vieux et fidèle serviteur, parce que la maison Webster sans lui n'aurait plus été ce qu'elle était. « Il m'aimait bien », se dit Jenkins, et cette pensée lui apporta le réconfort, lui rendit confiance dans un monde devenu incertain et où, de domestique, il était devenu un chef alors qu'il souhaitait de tout son cœur être resté domestique. Il s'arrêta devant la fenêtre et regarda au-delà du patio les bouquets de chênes qui semaient le flanc de la colline. Tout était noir, pas une lumière. Autrefois, il y avait des lumières, des fenêtres qui brillaient comme des phares amicaux dans la vaste campagne qui s'étendait de l'autre côté de la rivière. Mais l'homme était parti, et il n'y avait plus de lumière. Les robots n'avaient pas besoin de lumière car ils pouvaient voir dans le noir. Jenkins aussi, mais ils n'y tenaient pas. Quant au château des mutants, ils étaient aussi noirs la nuit qu'ils étaient redoutables le jour. Et voilà que l'homme était revenu. Un homme. Il était venu, mais probablement pas pour rester. Il allait dormir quelques nuits dans la grande chambre du maître de maison, au premier, puis repartir pour Genève. Il allait fouler les sentiers oubliés, regarder la rivière, fouiller parmi les livres alignés sur les murs du cabinet de travail. Et puis, il repartirait. Jenkins se redressa brusquement. « Il faut que j'aille voir comment il est installé. S'il n'a besoin de rien, peut-être lui porter à boire, mais j'ai bien peur que le whisky ne vaille plus rien. 1000 ans, c'est beaucoup pour une bouteille de bon whisky. » Et il traversa la pièce. Une grande paix descendit sur lui, la paix profonde du bon vieux temps où, heureux comme un jeune chien, il s'en allait faire 1000 courses. Il se dirigea vers l'escalier, fredonnant doucement. Il allait juste jeter un coup d'œil, et si John Webster était endormi, il s'en irait, mais sinon il dirait « Monsieur est bien, monsieur n'a besoin de rien, un bon grog peut-être » et il se mit à grimper les marches de par deux, car il se retrouvait au service d'un Webster. John Webster était assis dans son lit, calé sur ses oreillers. Le lit était dur et peu confortable. La chambre était étouffante et sentait le renfermer. Dans sa chambre à coucher de Genève, on était allongé sur l'herbe au bord d'un ruisseau murmurant, et l'on voyait des étoiles artificielles scintiller dans un ciel artificiel, et l'on sentait aussi l'odeur artificielle des lilas artificiels qui demeureraient en fleurs aussi longtemps qu'il y aurait des hommes. Ici, pas de murmure de chute d'eau, pas de bourdonnement d'insectes captifs, rien qu'un lit et une chambre réduits à leur aspect strictement fonctionnel. Webster étendit ses mains bien à plat sur ses cuisses allongées sous la couverture et contempla ses doigts d'un air songeur. Ebenezer avait à peine touché les verrues et elles avaient disparu.
On ne pouvait pas parler de coïncidence. C'était parfaitement intentionnel. Il n'y avait pas eu de miracle, mais exercice d'un pouvoir conscient, car les miracles ne se produisent pas toujours, et Ebenezer était sûr de lui. Peut-être était-ce un pouvoir qu'Ebenezer avait pris dans la pièce voisine, un pouvoir volé à ces hors-là qui l'écoutaient toujours. C'était un phénomène d'imposition des mains, un pouvoir de guérir sans médicaments ni chirurgie en faisant appel à une certaine connaissance très particulière. Dans la nuit des âges, certains hommes avaient prétendu posséder la faculté de faire disparaître les verrues. Ils les achetaient un penny, ou les échangeaient contre quelque chose, ou se livraient à quelque momerie, et parfois, les verrues disparaissaient comme ils l'avaient dit. Ces hommes bizarres écoutaient-ils les hors-là, eux aussi? La porte craqua soudain, et Webster sursauta dans son lit. Une voix dans l'ombre demanda « Monsieur est bien? Monsieur n'a besoin de rien ?» « C'est vous, Jenkins ?» dit Webster. « Oui, monsieur, » dit Jenkins. La silhouette sombre s'avança doucement sur le seuil. « Au fait, si, je voudrais quelque chose, » dit Webster. « Je voudrais vous parler. » Il fixa la sombre carcasse métallique plantée au chevet du lit. « Je voudrais vous parler des chiens. » « Ils se donnent tellement de mal, » dit Jenkins. « Et c'est si difficile pour eux, parce qu'ils n'ont personne, vous comprenez? Pas âme qui vive. » « Ils vous ont. » Jenkins secoua la tête. « Mais je ne suffis pas, monsieur. Je ne suis... Enfin, je ne suis qu'une sorte de directeur de conscience. Ce sont des hommes qu'il leur faut. C'est un besoin qu'ils ont en eux. Pendant des milliers d'années, le chien a été le compagnon de l'homme. L'homme et le chien chassaient ensemble, gardaient ensemble les troupeaux, combattaient les ennemis. Le chien montait la garde pendant que l'homme dormait. Et l'homme partageait sa dernière parcelle de viande, se privait pour nourrir son chien. « Oui, c'est vrai. » acquiesça Webster. « Tous les soirs, dit Jenkins, ils parlent des hommes avant d'aller se coucher. Ils s'asseyent en rond tous et l'un des vieux raconte une de ces histoires qui ont passé les siècles, et ils écoutent, émerveillés, et ils espèrent. » « Mais où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ont-ils un plan? » « J'en vois un, dit Jenkins. J'entrevois vaguement ce qui arrivera peut-être. Monsieur sait qu'ils sont psychiques. Ils n'ont aucun sens mécanique, ce qui est compréhensible puisqu'ils n'ont pas de main, alors qu'un homme s'intéresse aux métaux. Ce qui les intéresse, eux, ce sont les fantômes. » « Les fantômes? » Enfin, ce que les hommes appellent des fantômes. Mais ce ne sont pas des fantômes, j'en suis sûr. C'est quelque chose qui se trouve dans la pièce voisine. Une autre forme de vie, sur un autre plan. « Vous voulez dire qu'il peut exister plusieurs plans de vie simultanément sur la Terre? » « Je commence à le croire, monsieur, » acquiesça gravement Jenkins. « J'ai tout un cahier plein de notes sur ce que les chiens ont entendu et vu. Et maintenant, après toutes ces années, tout cela commence à prendre forme. Je peux m'être trompé, bien sûr, » continua-t-il. « Monsieur comprend bien que je n'ai aucune formation. Autrefois, je n'étais qu'un simple domestique. J'ai commencé à m'instruire après l'histoire de Jupiter, mais cela n'a pas été facile. Un autre robot m'a aidé à faire les premiers robots pour les chiens, et maintenant les petits en fabriquent d'autres dans leur propre atelier quand on en a besoin. » « Mais les chiens, eux, se contentent d'écouter. »« Oh, mais non, monsieur. Ils font bien d'autres choses. Ils cherchent à se faire des amis des autres animaux. Et ils surveillent les robots sauvages et les mutants. » « Les robots sauvages, ils sont nombreux? » ?»« Très nombreux, monsieur, » fit Jenkins. « Ils sont dispersés à travers le monde en petits camps. Ce sont tous ceux que les hommes ont abandonnés quand ils sont partis pour Jupiter. Ils se sont groupés et ils travaillent. »« À quoi? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. Ils construisent des machines surtout. Ils ont un esprit très mécanique. Je me demande ce qu'ils vont faire avec toutes ces machines, s'ils ont des plans. »« Moi aussi, » dit Webster. Le regard perdu dans le noir, il se mit à songer. Comment l'homme, claquemuré à Genève, avait-il pu perdre à ce point contact avec le monde, au point d'ignorer ce que faisaient les chiens, d'ignorer l'existence des petits camps de robots, des châteaux des mutants haïs et redoutés. « Nous avons perdu contact, » songea Webster. « Nous nous sommes enfermés hors du monde. Nous nous sommes fait une petite niche dans la dernière cité du monde, et nous nous y sommes blottis,
Et nous ne savons rien de ce qui se passe en dehors de la cité. Nous aurions dû nous tenir au courant, mais nous nous en moquions. Il est temps, se dit-il, de nous y remettre. Nous nous sommes trouvés perdus et désemparés. Même si nous avons commencé par faire quelques efforts pour nous ressaisir, nous avons vite passé la main. Et alors, les quelques survivants se sont rendus compte de la grandeur de la race. Ils ont vu les puissantes réalisations de l'homme, et ils ont essayé de continuer l'œuvre, mais ils en ont été incapables. Alors, ils se sont mis à raisonner, comme l'homme cherche à introduire presque partout la raison. Ils ont cherché à se duper en se persuadant qu'il n'existe pas vraiment de fantômes, et en donnant aux créatures inconnues de l'ombre le premier nom poétique qui leur est venu à l'esprit. Comme nous étions incapables de continuer la tradition, nous nous sommes mis à tout rationaliser. Nous avons cherché refuge derrière un écran de mots, et le judaïsme nous a beaucoup aidés dans cette tâche. Nous en sommes presque arrivés à un culte des ancêtres. Nous avons cherché à glorifier la race humaine. Incapables que nous étions de poursuivre son œuvre, nous avons voulu la glorifier, porter au pinacle les hommes qui en étaient les instigateurs, comme nous cherchons à exalter toutes les belles choses qui meurent. Nous sommes devenus une race d'historiens et nous avons creusé dans les ruines de la race, déterrant précieusement le moindre petit fait sans intérêt, comme si c'était une pierre rare. Ce fut la première phase, le subterfuge qui nous permit de tenir le coup quand nous eûmes pris conscience de ce que nous étions vraiment, la lie de l'humanité. Mais nous avons remonté le courant, oh oui, en une génération à peu près. L'homme est une créature qui sait s'adapter, qui peut survivre à n'importe quoi. Nous n'étions pas capables de construire de grands astronefs, d'aller jusqu'aux étoiles, de deviner le secret de la vie. Et après, nous étions les héritiers, on nous avait légué un patrimoine, nous étions mieux lotis que la race humaine ne l'avait jamais été ou pouvait jamais espérer l'être. Nous fîmes donc un nouveau travail de rationalisation, et nous oubliâmes le glorieux passé de la race, car, avec tout son éclat, c'était quand même un souvenir encombrant et humiliant. « Jenkins, dit calmement Webster, nous avons gaspillé 10 bons siècles. »« Ce n'est pas du gaspillage, monsieur, dit Jenkins. C'était du repos peut-être. Mais maintenant, vous pouvez peut-être sortir de votre isolement. Revenez à nous. » « Vous voulez que nous revenions ?»« Les chiens ont besoin de vous, lui dit Jenkins. Et les robots aussi. Car les uns comme les autres n'ont jamais été que les serviteurs de la race humaine. Sans vous, ils sont perdus. Les chiens sont en train de construire une civilisation, mais ils progressent lentement. »« Ce sera peut-être une civilisation meilleure que la nôtre, dit Webster. Elle donnera peut-être de meilleurs résultats, car la nôtre n'a pas été une réussite, Jenkins. »« Ce sera une civilisation plus empreinte de bonté, reconnut Jenkins, mais qui manquera de sens pratique. Une civilisation fondée sur la fraternité des animaux, sur la compréhension psychique, et peut-être même en fin de compte sur des communications et sur des relations avec des mondes connexes. Une civilisation de l'esprit et de la sympathie, mais pas très positive, sans but précis, avec des moyens mécaniques limités. Ce sera une quête de la vérité qui se fera un peu à tâtons et dans une direction que l'homme a très vite abandonnée. »« Et vous croyez que l'homme pourrait les aider ? » ?»« Il pourrait les guider, dit Jenkins. »« Les guidera-t-il dans la bonne voie ? » C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Webster frotta sous les couvertures ses mains qui se couvraient de sueur. « Dites-moi la vérité, fit-il avec effort. Selon vous, l'homme pourrait les guider, mais il se pourrait aussi que l'homme reprit la direction des opérations une fois de plus, qu'il condamna comme inutiles les recherches auxquelles se livrent actuellement les chiens, qu'il rassembla les robots et utilisa leurs moyens mécaniques selon de vieilles formules. Les robots, comme les chiens, se soumettraient à l'homme. « Bien sûr, dit Jenkins, car autrefois ils étaient ses serviteurs. Mais l'homme est sage, il sait ce qu'il a à faire. »« Merci, Jenkins, dit Webster. Merci beaucoup. » Son regard se perdit dans le noir, car la réponse y était écrite. Le sol gardait la trace de ses pas et l'odeur de poussière flottait toujours dans l'air. L'ampoule au radium brillait toujours au-dessus du panneau et le levier de commande, le volant et les cadrans attendaient toujours le moment où on aurait besoin d'eux. Webster s'arrêta sur le seuil,
humant l'odeur de moisie des pierres à travers l'âcre senteur de la poussière. Un mécanisme de défense, songea-t-il. Quelque chose qui interdit l'accès, un dispositif qui met un endroit à l'abri de toutes les armes existantes ou possibles auxquelles un ennemi hypothétique pourrait recourir. Et, à n'en pas douter, ce même mécanisme qui interdirait l'accès à un ennemi retiendrait prisonnier l'assiégé. Pas forcément, bien sûr, mais... Il traversa la salle et s'arrêta devant le panneau. Sa main empoigna le levier de commande et le remua doucement. Il fonctionnait. D'un geste rapide, il abaissa le levier. Du sol monta le doux bruissement de machines qui se mettaient en marche. Les aiguilles oscillèrent sur les cadrans. Webster posa sur le volant des doigts hésitants, puis le manœuvra et les aiguilles oscillèrent à nouveau. Puis il imprima au volant un énergique mouvement de rotation et les aiguilles se bloquèrent à l'autre extrémité des cadrans. Sur quoi, tournant les talons, il sortit du souterrain, referma la porte derrière lui et remonta l'escalier aux marches croulantes. « Pourvu que cela marche !» se dit-il. « Pourvu que cela marche !» Il hâta le pas, les tempes battantes. « Pourvu que cela marche !» Il entendait encore le bourdonnement des machines dans le sous-sol. Cela signifiait que le mécanisme de défense fonctionnait encore, du moins en partie. Mais même alors, cela suffirait-il? Supposons que cela empêche les ennemis d'entrer, mais pas les hommes de sortir. Si... Quand il regagna la rue, il vit que le ciel avait changé d'aspect. Un voile gris, métallique, masquait le soleil et la cité baignée dans une pénombre qui ne compensait qu'à moitié l'éclairage automatique des rues. Une légère brise lui frôla les joues. Les cendres fragiles des notes et de la carte qu'il avait brûlées s'entassaient dans la cheminée. Et Webster alla prendre un pique-feu et les fouilla longuement jusqu'à ce que toute trace en eût disparu. « Et voilà, se dit-il. Le dernier indice avait été détruit. Sans le secours de la carte, et tant que demeurait inconnue l'existence de cette cité qu'il avait mis 20 ans à découvrir, personne ne trouverait la chambre secrète avec son levier de commande et son volant qui brillait à la lueur de l'unique ampoule. Personne ne saurait exactement ce qui se serait passé, et même si on s'en doutait, on n'aurait aucun moyen de s'en assurer. Et même si l'on en était sûr, on ne pourrait rien y faire. 1000 ans auparavant, il n'en aurait pas été ainsi, car en ce temps-là, il suffisait de donner à l'homme le plus faible indice, et il trouvait la solution de n'importe quel problème. Mais l'homme avait changé. Il avait perdu le savoir et la pratique qu'il avait jadis. Son esprit s'était ramolli comme un ballon dégonflé. Il vivait au jour le jour, sans but. Mais il avait gardé ses vieux défauts, il en avait fait des vertus. Il croyait toujours que sa race était la seule qui compta, son existence, la seule qui importa. Il avait toujours l'égoïsme complaisant qui l'avait aidé à se proclamer le roi de la création. Webster entendit des pas précipités dans la rue et se posta derrière les hautes fenêtres aveugles. « Je les ai tirés de leur torpeur, » se dit-il. « Ils courent maintenant. Ils sont tout excités. Ils se demandent ce qui se passe. Voilà des siècles qu'ils n'ont pas mis le nez hors de la cité, et maintenant, ils en meurent d'envie, mais ils ne peuvent pas sortir. » Son sourire s'affirma. Ils vont peut-être être tellement secoués qu'ils vont faire quelque chose. Des rats pris au piège font parfois des choses bien étranges, à condition qu'ils ne deviennent pas fous de peur. Et s'ils s'en tirent, eh bien, ma foi, c'est leur droit. S'ils s'en tirent, ils auront mérité le droit de reprendre les rênes. Il traversa la pièce et s'arrêta un moment sur le seuil pour jeter un regard au tableau accroché au-dessus de la cheminée. Il leva la main, esquissa gauchement un signe d'adieu, puis il sortit dans la rue et grimpa la colline, suivant la route qu'avait prise Sarah quelques jours auparavant. Les robots du temple étaient aimables et pleins d'égards, et ils marchaient d'un pas feutré et digne. Ils l'emmenèrent à l'endroit où se trouvait Sarah et lui montrèrent le compartiment voisin qu'elle avait fait réserver à son intention. « Vous allez choisir un rêve, » dit le porte-parole des robots. « Nous avons divers échantillons. Nous pouvons les mélanger à votre goût. Nous pouvons... » « Merci, » fit Webster. « Je ne veux pas de rêve. » Le robot hocha la tête d'un air entendu. « Je vois, monsieur. Vous voulez seulement attendre, passer le temps. »« Oui, » dit Webster. « Je crois que c'est comme cela qu'on dit. Pour combien de temps ? Combien de temps ? Oui,
Combien de temps voulez-vous attendre? Ah oui, dit Webster. eh bien, si nous disions pour toujours. Toujours? Je crois que toujours est bien le mot, Dit Webster. J'aurais pu dire l'éternité, mais cela ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la peine de jouer sur les termes. Oui, monsieur. Dit le robot. Pas la peine de jouer sur les termes. Bien sûr que non. Car il ne pouvait pas courir de risque. Il aurait pu dire 1000 ans, puis se raviser et aller couper le courant du mécanisme de défense. Et il ne fallait pas que cela se produise. Il fallait laisser leur chance aux chiens. Ils devaient être libres d'essayer là où la race humaine avait échoué. Et il ne le serait pas tant qu'il subsisterait un élément humain. Car l'homme reprendrait toujours les rênes, viendrait tout gâcher, rirait des Horla qui parlaient derrière le mur, s'opposerait à ce qu'on apprivoise et à ce qu'on civilise toutes les créatures sauvages de la terre. Il fallait une nouvelle conception, un nouveau mode de vie et de pensée, une nouvelle façon d'aborder l'éternel problème de la société, et la triste haleine de la pensée humaine ne pourrait que tout corrompre. Le soir, une fois le travail fini, les chiens s'assiraient en rond pour parler de l'homme. Ils dévideraient la vieille histoire, celle où l'homme faisait figure de Dieu. Et c'était mieux ainsi, car un Dieu ne peut pas faire de mal. 6e conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.